Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur la protection des données à caractère personnel des salariés, nous allons voir la protection des salariés contre des recherches inquisitoires. En effet, la protection des salariés contre des recherches inquisitoires, c'est quoi? On va dire que la protection des salariés contre des recherches inquisitoires de leur employeur n'a pas seulement pour objectif de préserver l'intimité de leur vie privée. L'enjeu est également de prévenir des pratiques discriminatoires. L'article L. 1132-1 du Code du travail énonce qu'aucune personne ne peut être discriminée en raison de son origine, son sexe, ses mœurs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille, sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille, son état de santé ou son handicap. L'interdiction de discrimination porte, quant à elle, sur la procédure de recrutement ou l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, les sanctions disciplinaires ou le licenciement, la rémunération, les mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, la formation, le reclassement, l'affectation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle et la mutation. Le renouvellement de contrat. En effet, les motifs de discrimination sont, on le voit, très nombreux, la plupart ne pouvant survenir que si l'employeur a pu avoir connaissance des données intimes à la personne du salarié. C'est pourquoi la loi fixe des règles strictes, organisant d'une part la collecte des données à caractère personnel et d'autre part l'utilisation de ces données. Nous allons commencer par le grand A, la collecte des données à caractère personnel. Le législateur distingue deux types de données, celles qui sont frappées d'une interdiction absolue de collecte et celles qui sont susceptibles d'être recueillies, mais à condition de respecter le principe de finalité, qui impose à l'employeur de justifier les raisons qui l'amènent à les demander aux salariés. Petit 1. Les données dont la collecte est interdite. Une première série est constituée de données générales qu'il est interdit de collecter, a fortiori de traiter. Il s'agit de celles qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Avant que ne soit votée la loi du 6 janvier 1978, la Cour de cassation avait déjà jugé comme abusif le licenciement d'un salarié fondé sur le motif qu'il s'était abstenu de mentionner sa qualité de prêtre lors de son embauche comme fraiseur. Les articles 8 et 9 de la loi du 6 janvier 1978 prévoient toutefois des exceptions au nombre desquelles figure la possibilité pour l'INSEE ou pour des services statistiques ministériels
de réaliser des études. C'est dans le cadre des exceptions qu'un vif débat a opposé la communauté des chercheurs sur la question de savoir s'il était opportun de produire des statistiques construites à partir d'une nomenclature fondée sur des catégories ethno-raciales. De nombreux travaux ont en effet démontré que le phénomène racial et xénophobe avait une influence non négligeable sur les mouvements du marché du travail, notamment lors de l'embauche. Mieux connaître ces phénomènes et lutter contre les discriminations nécessiterait de recueillir des données normalement interdites. En 2007, la CNIL s'est prononcée contre la production de ces statistiques en présentant toutefois 10 recommandations visant à améliorer la mesure de diversité. Elle reconnaît notamment la possibilité dans le cadre statistique public d'effectuer des études sur le ressenti des discriminations, pouvant inclure des données sur l'apparence physique. De manière, elle considère sous certaines conditions l'analyse des prénoms patronymes, nationalités et lieux des ascendants peut permettre de relever des pratiques discriminatoires. La CNIL insiste également sur la nécessité de renforcer les garanties de confidentialité et d'anonymat nécessaires à ces enquêtes. Une seconde série est constituée de données spécifiques qui seraient susceptibles de modifier défavorablement une décision de l'employeur, notamment lors d'un recrutement. C'est ainsi que le numéro de sécurité sociale ne peut pas être demandé par l'employeur. Ce numéro ne peut être utilisé que par certaines personnes et à certaines fins. Les articles R 115-1 et R 115-2 du Code de sécurité sociale ne l'autorisent que pour les organismes et administrations chargées de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale. Le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes par le Fonds de solidarité ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour un certain nombre de fonds spéciaux, les mutuelles, les établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou leurs ayants droit des actes ou prestations pris en charge par l'assurance maladie, les collectivités publiques qui servent de prestations d'aide sociale et les organismes gérant les caisses de congés et l'assurance chômage. En revanche, l'employeur est en droit de réclamer à son salarié sa carte d'immatriculation au régime général de sécurité sociale, qui ne comporte qu'un numéro national d'identification, car il a l'obligation de procéder à l'immatriculation d'un travailleur qui ne le serait pas encore. Un assuré qui en fait la demande à une caisse peut d'ailleurs obtenir un justificatif d'immatriculation à cette fin. Mais en aucun cas, l'employeur ne peut exiger que lui soit communiqué des informations figurant sur la carte de sécurité sociale d'un candidat à un emploi et qui présente un caractère médical. En tout état de cause, les renseignements relatifs à l'état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé de l'examen médical d'embauche. Dans le même ordre d'idées, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser d'embauche. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse de l'intéressé. Au reste, une femme candidate à un emploi ou salarié
n'est jamais tenue de relever son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte. Petit 2. Les données soumises au principe de finalité. Certaines données ne sont collectables que si le but poursuivi le justifie. C'est le cas des informations que souhaite recueillir l'employeur dans le cadre d'une opération de recrutement. C'est ainsi que le fait de demander si un candidat à l'emploi est titulaire d'un permis de conduire présente un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. À l'inverse, d'autres informations sont moins utiles. C'est pourquoi la loi numéro 92-1446 du 31 décembre 1992, complétée par une circulaire DRT numéro 93-10 du 15 mars 1993, protège les candidats à l'embauche en réglementant la procédure de recrutement. L'article L. 1221-6 du Code du travail énonce que les informations demandées sous quelque forme que ce soit aux candidats à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. La circulaire précise que l'appréciation de la capacité professionnelle du candidat ou du salarié s'étend non seulement à ses compétences, à ses connaissances techniques, mais aussi à ses facultés d'adaptation, à son aptitude à s'intéresser dans un équipement ou à l'animer, à ses potentialités à évoluer vers d'autres emplois dans l'entreprise et qu'elle porte sur les éléments de personnalité du candidat permettant d'apprécier ses qualités. La circulaire ajoute que les conditions cumulatives de finalité et des liens avec l'emploi s'appliquent à tous les supports de recherche, d'information, qu'il s'agisse des tests de questionnement, des questionnaires, des logiciels, y compris les entretiens individuels. La Commission européenne recommande l'utilisation d'un modèle de curriculum vitae, reproduit au journal officiel des communautés européennes. De même, la CNIL a adopté une recommandation relative à collecter et au traitement d'informations nominatives lors d'opérations de recrutement. Elle a également élaboré un dossier de candidature destiné à servir de modèle aux cabinets de recrutement et aux entreprises en distinguant le questionnaire de candidature et le questionnaire d'embauche. La circulaire du 15 mars 1993 fait également distinction. Cette distinction, c'est ainsi que selon la circulaire que l'employeur ne saurait demander à un candidat ou à un salarié des renseignements portant sur son état de santé, sur sa vie sexuelle, sur son logement, sur la profession des parents ou du conjoint, sur le nom et le coordonnées des connaissances non professionnelles du candidat ou du salarié, ou encore sur ses loisirs. En revanche, une fois recruté, certains de ces renseignements pourraient être sollicités auprès du salarié, notamment ceux portant sur sa vie familiale, nombre d'enfants ou son logement pour qu'il puisse bénéficier de certains avantages offerts par l'entreprise. Aussi bien dans son rapport annuel de 1998, la CNIL a exigé, en application de l'article 5C de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981,
qui énonce que les données recueillies doivent être adéquates, pertinentes et non excessives, de supprimer des questionnaires d'embauche, toutes les questions relatives à la santé et au budget mensuel actuel des candidats salariés. Et pour ce qui concerne la situation familiale, de remplacer les mentions célibataires, fiancé, marié, remarié, séparé, divorcé, vie maritale, par seul ou en couple. La CNIL interdit également toutes les questions portant sur la date de mariage et le régime matrimonial d'un candidat salarié. En revanche, l'employeur est en droit de demander au candidat qu'il fournisse son état civil, nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité. S'agissant des antécédents scolaires, l'employeur peut exiger du candidat qu'il fournisse un certificat de scolarité ou les attestations correspondant au diplôme dont il fait état, mais ne peut lui demander son dossier de scolaire, qui est un document personnel comportant des appréciations sur le candidat lui-même et parfois des renseignements confidentiels relatifs à son environnement familial et social qui n'ont pas à être connus de l'employeur. Il serait cependant admis qu'il demande un relevé de notes lui permettant de connaître le niveau du candidat dans les matières qui peuvent avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé. Il faut souligner que ces questions ne se posent plus dans certains cas, notamment dans celui prévu par l'article L. 1221-7 du Code du travail qui oblige les entreprises de 50 salariés et plus d'examiner les informations mentionnées et communiquées par écrit par le candidat à un emploi dans les conditions qui préservent son anonymat. J'en ai terminé et je vous en remercie. Prochainement, nous verrons l'utilisation des données à caractère personnel. Bonjour.